Les brutes se sont moquées du garçon timide. Elles ignoraient que c'était un champion de jiu-jitsu. Jean Dupont avait 15 ans et était le nouvel élève du lycée Henri IV. De constitution mince, avec des épaules légèrement voûtées et de grandes lunettes qui glissaient constamment sur son nez, Jean semblait le candidat parfait pour devenir la cible des moqueries. Il était arrivé en milieu de semestre depuis une autre ville, ce qui le transformait automatiquement en étranger. Sa manière de marcher, toujours en regardant le sol, comme s'il voulait disparaître entre les carreaux du couloir, ne faisait qu'accentuer son apparence vulnérable. Ce que personne au lycée Henri IV ne savait, c'était que Jean n'était pas aussi sans défense qu'il y paraissait. Depuis l'âge de 7 ans, il avait pratiqué le jiu-jitsu brésilien avec son oncle, qui dirigeait une académie d'arts martiaux dans sa ville natale. Jean était un prodige sur le tatami, ayant remporté 3 championnats nationaux dans sa catégorie. Le jiu-jitsu lui avait appris non seulement à se défendre, mais aussi à garder son calme sous pression. Cependant, ses parents lui avaient toujours inculqué que ses compétences étaient pour se protéger, jamais pour intimider. Les premiers jours dans le nouveau lycée se sont déroulés sans incident. Jean se tenait à l'écart, observant les dynamiques sociales du centre, essayant de passer inaperçu tout en s'adaptant au nouvel environnement. C'est pendant la 2e semaine que Pierre Martin et son groupe d'amis ont jeté leur dévolu sur lui. Pierre était le typique tyran de lycée, grand, fort et avec une attitude arrogante qui intimidait autant les élèves que certains professeurs. Son père était un entrepreneur influent dans la communauté, ce qui lui donnait une certaine immunité face aux conséquences de ses actes. À ses côtés se trouvaient toujours Antoine Dubois et Clément Bernard, ses fidèles suiveurs qui rient à chacune de ses blagues et l'aidaient à tourmenter ses victimes. La première rencontre a eu lieu à la cantine. Jean était assis seul, mangeant son déjeuner tout en lisant un livre sur la philosophie des Lumières, quelque chose que son sensei lui avait recommandé pour compléter son entraînement mental. « Regardez qui nous avons ici !» La voix de Pierre résonna au-dessus du brouhaha habituel. Le rat de bibliothèque. Jean leva brièvement les yeux, évalua la situation et retourna à sa lecture, ignorant délibérément la provocation. Cela n'a pas plu à Pierre. « Je te parle. Es-tu sourd en plus d'être myope ?» dit-il s'approchant de la table de Jean. « Je suis juste en train de lire, » répondit Jean d'une voix calme, sans lever les yeux. « Tiens donc, alors le nouveau parle ?» Pierre regarda ses amis qui rirent docilement. « Qu'est-ce que tu lis qui est si intéressant ?» Sans attendre de réponse, Pierre arracha le livre des mains de Jean. Il feuilleta quelques pages avec dédain avant de le jeter au sol. « Ces conneries de philosophes sont pour les losers », sentença-t-il. « Fausse, ici au lycée Henri IV, on valorise des choses plus pratiques. » Jean respira profondément, contrôlant l'impulsion initiale de réagir. Il ramassa son livre du sol, le nettoya soigneusement et le rangea dans son sac à dos. « Patience, pensa-t-il, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne vas rien dire ?» insista Pierre, clairement frustré de ne pas obtenir la réaction qu'il attendait. « Je n'ai rien à dire, » répondit Jean, ramassant son plateau pour partir. « Ce n'est pas fini, nouveau, » avertit Pierre alors que Jean s'éloignait. « On commence à peine à se connaître. » Pendant les semaines suivantes, les rencontres avec Pierre et ses amis devinrent de plus en plus fréquentes et désagréables. Dans les couloirs, ils le poussaient accidentellement contre les casiers. Dans la cour, ils lui lançaient des balles perdues qui semblaient toujours trouver leur chemin vers la tête de Jean. En cours d'éducation physique, il cachait ses vêtements ou les mouillait avec de l'eau du robinet. Le professeur Lefebvre, qui aurait dû intervenir, préférait regarder ailleurs. « Ce sont des choses de garçon », avait-il dit à Jean quand celui-ci avait tenté de lui parler. « Tu dois apprendre à te défendre seul. C'est ça, la vraie vie. » Le reste des élèves n'était pas d'une grande aide non plus. Certains avaient pitié de Jean, mais la peur de devenir la prochaine cible de Pierre était plus forte que toute impulsion de solidarité. D'autres, simplement, appréciaient le spectacle, reconnaissant que l'attention ne soit pas portée sur eux. Un après-midi, alors que Jean attendait le bus scolaire sous une bruine persistante, Pierre et ses amis apparurent de nulle part. « Et quatre yeux ?» appela Antoine. « Tu n'as pas de parapluie? Ou est-ce que tes parents sont si pauvres qu'ils ne peuvent pas t'en acheter un ?» Jean resta silencieux, le regard fixé sur l'horizon, comptant mentalement les secondes qui manquaient avant l'arrivée du bus. « On te parle, idiot ?» Clément lui donna une poussée qui faillit lui faire perdre l'équilibre. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille », demanda Jean, gardant un ton neutre. Pierre s'approcha, envahissant son espace personnel. « Tu sais quel est ton problème? Personne ne t'a appris quelle est ta place dans la chaîne alimentaire. Tu es tout en bas, juste en dessous des vers de terre. » D'un mouvement rapide, Pierre arracha le sac à dos de Jean et le jeta dans une flaque d'eau proche.
Les livres, cahiers et notes furent trempés en quelques secondes. « Contrôle-toi », se dit Jean, alors qu'il sentait son pouls s'accélérer. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Il ramassa son sac à dos de la flaque sous les rires des 3 harceleurs. Le bus arriva juste à ce moment-là, le sauvant d'une humiliation plus grande. Ce soir-là, alors qu'il séchait ses livres ruinés, Jean appela son oncle en visioconférence. « Il me harcèle au lycée », confessa-t-il finalement après des semaines de silence sur le sujet. « Je ne sais pas quoi faire, oncle. J'ai l'impression que si je ne réagis pas, ça ne va jamais s'arrêter, mais si j'utilise ce que tu m'as appris, le jujitsu n'est pas seulement pour la compétition, Jean, répondit son oncle d'une voix sereine. C'est un art de défense personnelle. Mais souviens-toi de ce que je te dis toujours. Le meilleur combat est celui que tu n'as jamais à mener. Je sais, mais j'ai déjà essayé de les éviter, de les ignorer. Rien ne fonctionne. Alors peut-être est-il temps de leur montrer qui tu es vraiment. Pas pour les blesser, mais pour poser une limite claire. Parfois, les gens ne comprennent que lorsqu'on leur parle dans leur propre langue. Les paroles de son oncle résonnèrent dans son esprit pendant des jours. Pendant ce temps, le harcèlement continuait et empirait même. Le point de rupture arriva un mercredi pendant le cours de chimie. Le professeur avait assigné un travail en binôme, et pour sa malchance, Jean dut travailler avec Clément. Ils étaient dans le laboratoire, manipulant des tubes à essai avec des substances potentiellement dangereuses, quand Clément commença avec ses provocations habituelles. « Tu sais ce qu'on dit de toi ?» chuchota Clément, s'assurant que seul Jean puisse l'entendre. « Que tu es si bizarre que même tes parents ne t'aiment pas. C'est pour ça qu'ils t'ont envoyé ici, pour ne plus avoir à te voir. » Jean serra le tube à essai, plus fort que un nécessaire. Une goutte de sueur glissa sur son front. « Tu ne sais rien sur moi ou ma famille, » répondit-il, se concentrant sur la tâche. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai touché un point sensible. » Clément sourit, appréciant visiblement le moment. « On dit aussi que ta mère est une... » Il n'eut pas le temps de terminer la phrase. Dans un mouvement instinctif, Jean se tourna brusquement, heurtant accidentellement le bras de Clément. Le tube à essai que celui-ci tenait tomba au sol, se brisant et éclaboussant le liquide sur ses nouvelles chaussures. « Regarde ce que... tu as fait, imbécile !» cria Clément, attirant l'attention de toute la classe. « Tu as ruiné mes chaussures exprès. C'était un accident !» se défendit Jean, bien qu'une partie de lui savait que ce n'était pas tout à fait involontaire. Le professeur intervint cette fois, mais seulement pour réprimander Jean pour sa négligence et l'envoyer en retenue après le cours. Clément, comme toujours, s'en sortit impunément. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement. À l'heure du déjeuner, tout le monde parlait de la façon dont le nouveau avait attaqué Clément dans le laboratoire. La version qui circulait, bien sûr, était commodément déformée pour faire passer Jean pour l'agresseur. Assis seul dans un coin de la cantine, Jean pouvait sentir les regards et les murmures. Cette fois, cependant, quelque chose avait changé en lui. Il ne ressentait plus de peur ni d'impuissance. Au lieu de cela, un calme étrange l'envahissait, comme celui qu'il ressentait avant une compétition importante. « Ça suffit », décida-t-il. « Il est temps que ça se termine. » Pierre ne tarda pas à apparaître, flanqué d'Antoine et d'un Clément visiblement en colère à cause de l'incident des chaussures. « Alors le petit rat montre enfin ses griffes », dit Pierre s'arrêtant devant la table de Jean. « Clément m'a raconté ce qui s'est passé dans le laboratoire. Je crois qu'on te doit une leçon spéciale aujourd'hui. » Jean leva les yeux lentement, rencontrant les yeux de Pierre pour la première fois sans détourner le regard. « Je ne veux pas de problème, Pierre, » dit-il d'une voix ferme qui surprit même lui-même. « Mais si tu continues sur cette voie, je t'assure que tu n'aimeras pas comment ça va se terminer. » Un silence sépulcral s'installa à la table. Antoine et Clément échangèrent des regards d'incrédulité. Le nouveau venait-il de menacer Pierre? La cantine entière semblait s'être arrêtée. Toutes les conversations cessèrent et des douzaines de paires d'yeux se fixèrent sur la scène qui se déroulait. Pierre, après le choc initial, laissa échapper un rire forcé. « Tu me menaces, Quatreyeux ?» Sa voix avait un ton dangereux. « On dirait que tu as besoin que je t'enseigne qui commande ici. » Sans prévenir, Pierre attrapa le jus d'orange du plateau de Jean et le lui versa sur la tête. Le liquide froid parcourut le visage et le cou de Jean trempant sa chemise et ses lunettes. Les rires éclatèrent dans toute la cantine. Certains élèves sortirent de même leur téléphone pour enregistrer le moment. Cependant, à la surprise de tous, Jean ne réagit pas comme il s'y attendait. Il n'y eut ni larmes, ni cris, ni même tentative de se nettoyer. Au lieu de cela, il enleva ses lunettes calmement, les nettoya méticuleusement avec une serviette et les remit. Ensuite, il regarda directement Pierre et sourit. Ce n'était pas un sourire de peur ou de soumission. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. « Demain, après les cours, dans la cour arrière, » dit Jean,
avec une tranquillité déconcertante. « Toi et moi, seuls ?» Pierre cligna des yeux, momentanément, confus par cette réaction inattendue. « Tu me défies en duel ?» demanda-t-il avec incrédulité. « Toi, moi, appelle ça comme tu veux, » répondit Jean se levant. « Mais si tu as un peu d'honneur, tu seras là. » Sans attendre de réponse, Jean ramassa ses affaires et quitta la cantine la tête haute, laissant derrière lui un murmure d'étonnement et de spéculation. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Jean s'enferma dans sa chambre. Il sortit de l'armoire son gi de jiu-jitsu, cet uniforme blanc avec lequel il avait gagné tant de tournois. Il l'étendit sur le lit et l'observa pendant un long moment. Il ne l'avait pas porté depuis leur déménagement. Il se changea et commença à pratiquer quelques techniques de base dans l'espace limité de sa chambre. Son corps se souvenait de chaque mouvement, de chaque position, de chaque transition. C'était comme faire du vélo. Une fois qu'on l'apprend, on ne l'oublie jamais. Pendant qu'il s'entraînait, il se souvint des paroles que son sensei répétait constamment. Le jiu-jitsu n'est pas pour dominer les autres, mais pour te dominer toi-même. La vraie force est de savoir quand et comment l'utiliser. Le lendemain, la rumeur du défi s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout le lycée. Les élèves murmuraient dans les couloirs, faisant des paris sur combien de temps Jean tiendrait face à Pierre. La plupart pensaient que ce serait un massacre. Pendant les cours, Jean maintint une concentration inhabituelle. Certains professeurs remarquèrent le changement dans son attitude. Il ne semblait plus recroquevillé ou craintif. Il s'asseyait droit, participait en classe et regardait dans les yeux quand il parlait. C'était comme si du jour au lendemain, il avait grandi de plusieurs centimètres. À l'heure du déjeuner, une fille nommée Sophie, qui avait toujours observé le harcèlement en silence, s'approcha de la table de Jean. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit-elle, s'asseyant en face de lui. « Pierre est dangereux quand il est en colère. L'année dernière, il a envoyé un garçon à l'hôpital. » Jean lui adressa un sourire tranquille. « J'apprécie ton inquiétude, Sophie. Mais c'est quelque chose que je dois faire, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont subi la même chose. Il y a d'autres façons de régler ça. On pourrait parler au proviseur, mes parents connaissent. C'est trop tard pour... » « Ça, interrompit Jean. « Parfois, la seule façon d'arrêter un harceleur est de l'affronter directement. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. » La sonnerie qui marquait la fin des cours retentit avec une résonance presque menaçante. Un groupe considérable d'élèves se dirigea vers la cour arrière, formant un cercle expectatif. Parmi eux se trouvaient Antoine et Clément, qui avaient été particulièrement silencieux toute la journée. Jean arriva à l'heure, avec un sac à dos supplémentaire que personne ne lui avait vu auparavant. Il se tint au centre du cercle et attendit patiemment, ignorant les commentaires et les regards autour de lui. Pierre apparut quelques minutes plus tard, avec une expression qui oscillait entre l'arrogance et l'incertitude. Il ne s'attendait pas à ce que Jean se présente réellement. « Tiens, le petit rat a du cran après tout, » dit Pierre, s'approchant du centre. « Prêt pour ta raclée ?» Jean posa son sac à dos au sol et sortit quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée, une ceinture noire de jiu-jitsu. « Je suis toujours prêt, » répondit-il, attachant la ceinture autour de sa taille avec des mouvements précis et ritualisés. Un murmure parcourut la foule. Le nouveau avait une ceinture noire. En quoi? Tu crois que tu vas me faire peur avec une ceinture? Moqua Pierre, bien que sa voix ne sonnât plus aussi sûre. Qu'est-ce que tu es, un karatéka de pacotille? Jiu-jitsu brésilien, corrigea Jean calmement. Et non, je ne veux pas te faire peur. Je veux juste que tu comprennes à qui tu t'es attaqué. Avant que Pierre ne puisse répondre, Jean adopta une posture de combat, avec les genoux légèrement fléchis et les mains en position de garde. « Quand tu veux », dit-il simplement. Pierre, incité par les cris de la foule et ne voulant pas perdre sa réputation, lança un coup de poing direct au visage de Jean. À la stupéfaction de tous, Jean esquiva le coup avec un léger mouvement de tête, presque comme s'il l'avait vu venir au ralenti. Profitant de l'élan de Pierre, Jean exécuta un mouvement fluide. Il attrapa le bras tendu de son adversaire, tourna son propre corps et, utilisant l'inertie de Pierre contre lui, le projeta par-dessus son épaule. Pierre atterrit sur son dos avec un coup sec qui le laissa sans air. La foule fut choquée. Personne n'osait dire un mot. Avant que Pierre ne puisse se remettre, Jean se positionna sur lui, contrôlant ses mouvements avec des techniques précises, qui immobilisaient son adversaire sans lui causer de dommages réels. « Je pourrais te casser le bras maintenant si je voulais », chuchota Jean assez fort pour que seul Pierre puisse l'entendre. « Mais ce n'est pas ce qu'on m'a appris. On m'a appris à respecter mes adversaires, même ceux qui ne me respectent pas. » D'un mouvement contrôlé, Jean libéra Pierre et se leva, lui offrant une main pour l'aider à se relever. Pierre, humilié et confus, refusa l'aide et se releva par lui-même, titubant légèrement. « Ce n'est pas fini », menaça Pierre, mais même lui pouvait entendre le manque de conviction dans sa propre voix.
Si, c'est fini, affirma Jean avec fermeté, à moins que tu ne veuilles une autre démonstration. Pierre regarda autour de lui. La foule, qui normalement acclamait chacune de ses actions, observait maintenant la scène avec un mélange d'étonnement et de respect envers Jean. Même Antoine et Clément semblaient incertains, comme s'ils ne savaient soudainement plus de quel côté être. Sans dire un autre mot, Pierre se retourna et s'éloigna, poussant ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Antoine et Clément le suivirent, non sans lancer des regards méfiants vers Jean. Le silence qui suivit fut brisé par un applaudissement solitaire qui se transforma rapidement en une ovation. Sophie s'approcha de Jean avec un sourire d'admiration. « C'était incroyable, dit-elle. Pourquoi tu n'as dit à personne que tu savais faire du jiu-jitsu? Parce qu'il ne devrait pas être nécessaire d'être un champion national pour qu'on te respecte, répondit Jean, détachant sa ceinture et la rangeant soigneusement dans son sac à dos. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs au lycée Henri IV. La nouvelle de la confrontation se répandit comme une traînée de poudre, grandissant et s'embellissant à chaque narration. À la fin du mois, l'histoire racontait que Jean avait vaincu à lui seul Pierre et ses deux acolytes sans se décoiffer. Pierre, pour sa part, maintint initialement son attitude hostile, mais à distance. Il ne s'approchait plus de Jean ni n'essayait de le déranger directement. Cependant, un jour, après un cours de mathématiques particulièrement difficile, quelque chose d'inattendu se produisit. Pierre s'approcha de Jean dans le couloir sans ses accompagnateurs habituels. « Hé, Dupont !» appela-t-il avec un ton qui ne contenait plus le mépris habituel. Jean s'arrêta, préparé à tout. « Qu'est-ce que tu veux, Pierre ?»« Pierre semblait lutter avec les mots. « Ce que tu as fait l'autre jour. C'était impressionnant, je n'avais jamais vu personne bouger comme ça. » Jean acquiesça, prudent. « Merci, je suppose. » Je me demandais. Pierre regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Tu crois que tu pourrais m'enseigner quelques-uns de ces mouvements ?» La requête prit Jean par surprise. De toutes les interactions possibles qu'il avait imaginées avec Pierre après la confrontation, celle-ci ne figurait pas sur la liste. « Pourquoi voudrais-tu apprendre ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. Pierre passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. « Mon père dit toujours que je dois être le plus fort, que je ne peux pas montrer de faiblesse, » confessa-t-il. « Mais ce que tu as fait, tu ne semblais pas utiliser la force brute. C'était comme si tu dansais. » Jin considéra la situation. Son sensei disait toujours que le véritable but du jiu-jitsu n'était pas seulement de se défendre, mais aussi de transformer ceux qui le pratiquent. Le jiu-jitsu ne consiste pas à être le plus fort, expliqua-t-il. Il s'agit d'utiliser la force de ton adversaire contre lui-même, de trouver l'équilibre. C'est autant mental que physique. Ça a l'air différent, admit Pierre. Alors tu m'enseignerais? Jean réfléchit pendant quelques secondes. À une condition, dit-il finalement, que tu arrêtes de harceler les autres élèves. Le jiu-jitsu n'est pas pour intimider, il est pour protéger, toi-même et les autres. Pierre sembla considérer la proposition sérieusement. Marché conclu, tendit-il sa main. Jean la serra, scellant un pacte qu'aucun des deux n'aurait imaginé possible quelques semaines auparavant. Dans cette CISA, les mois suivants, l'ambiance au lycée Henri IV changea notablement. Jean commença à donner des cours informels de jiu-jitsu après l'école, avec la permission du proviseur, qui avait été impressionné par la façon dont Jean avait géré la situation. Parmi les élèves les plus engagés se trouvaient, étonnamment, Pierre, Antoine et Clément. Le jour où Jean participa à son premier tournoi régional représentant son nouveau lycée, toute l'équipe de jiu-jitsu nouvellement formée était là pour le soutenir. Même le professeur Lefebvre, qui avait ignoré le harcèlement pendant si longtemps, assista et applaudit quand Jean gagna sa catégorie. Dans le vestiaire, après la compétition, Pierre s'approcha de Jean avec une expression sérieuse. « Je ne me suis jamais excusé correctement, » dit-il, regardant le sol, « pour la façon dont je t'ai traité quand tu es arrivé. Ce n'est pas nécessaire, » commença Jean, mais Pierre l'interrompit. « Si, ça l'est. J'ai été un idiot. Mon père m'a toujours dit que je devais être le plus dur, que je ne pouvais pas laisser personne me voir comme faible. Mais maintenant, je comprends que ça n'a rien à voir avec la vraie force. » Jean acquiesça, comprenant parfaitement ce que Pierre exprimait. « La vraie force est ici, » dit-il, pointant sa tête. « Et ici, » ajouta-t-il, pointant son cœur. « Pas dans la mesure où tu peux intimider les autres. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, » admit Pierre. « Mais grâce à toi, je crois que je suis enfin en train de le comprendre. » Alors qu'ils sortaient ensemble du vestiaire, Jean réfléchit à la façon dont tout avait changé en quelques mois seulement. Il était arrivé au lycée Henri IV comme un étranger, craintif et isolé. Maintenant, il parcourait ses couloirs avec confiance, respecté non seulement pour ses compétences sur le tatami, mais pour la façon dont il avait géré toute la situation.
avec dignité, sans soif de vengeance et sans devenir ce contre quoi il luttait. Le jiu-jitsu lui avait appris bien plus que des techniques de combat. Il lui avait